Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, le temps nous est compté, le temps du droit, dirait François, il dirait aussi le temps de la parole. Je n'irai donc pas par quatre chemins, très précisément, j'irai exactement par quatre chemins. Le premier chemin sera François, ou la première fois, ensuite ce sera l'Académie européenne de théorie du droit, l'Université de Saint-Louis, et enfin quelques mots quand même sur le droit comme anthropogenèse de l'homme occidental. Alors, je vais dire les choses tout à fait carrément, puisque le temps manque, comme je l'ai rappelé. Donc, François est un magistère. Alors, évidemment, nous connaissons tous très bien François. Nous savons qu'il va rejeter cette étiquette. Mais le problème, c'est que nous ne lui soumettons pas une étiquette. Et nous le soumettons encore moins à cette étiquette. Au fond, nous disons tout bonnement, comme le dit littéralement bonnement, tout bonnement, ce qu'est François pour nous, son statut pour nous, un maître. Alors, qu'il s'en défende, et qu'il s'en défende encore, on sait son humilité sincère, il s'en défendra toujours. Eh bien, plus il s'en défend, au fond, plus il légitime de notre part une attitude de complète désobéissance. Ce sera la première fois, et nous continuerons à l'appeler maître, parce que c'est le titre qui lui convient. Et au fond, je dirais même que son argument de défense est tout à fait autophage. Plus il le répète, et plus nous sommes convaincus d'avoir vécu avec François un très grand moment de la philosophie du droit. Évidemment, de la philosophie du droit en langue française, cette langue qu'il chérit tant, et nous attendons encore aussi de bien grands moments avec lui. La deuxième voie, l'Académie européenne de théorie du droit. François m'y accueillit, il m'y enseigna, il m'y soutint, il m'y nomma, 6 mois après ma défense de mémoire, auprès de lui, évidemment. Et j'ai donc commencé comme professeur ici, à l'Académie européenne de théorie du droit, donc à la KUB et à Saint-Louis, par enseigner la sémiotique juridique, puis enseigner l'épistémologie juridique, le cours de mise à niveau des futurs étudiants de l'Académie, puis j'ai terminé par la philosophie du droit de l'environnement. Et donc j'étais professeur ici en Belgique, alors même que les universités suisses se demandaient si un philosophe du droit était réellement un juriste. J'étais quand même docteur de l'université de Lausanne, un peu étonné, mais c'est ainsi. Rappelant ce souvenir de l'Académie, j'aimerais associer avec grande joie et profonde reconnaissance le don de Marc Van Hoek. C'était dans le métro, nous allions en direction de Loire. Ça ne s'invente pas quand même l'arrêt Loire. Et Marc, de son air innocent, espiègle, me demanda si j'étais intéressé à devenir professeur à l'Académie européenne de théorie du droit. Alors, évidemment, il le faisait de connivence avec François, mais vous imaginez que pour un jeune juriste cherchant sa voie, c'était évidemment une annonce tout à fait magnifique. Merci Marc. Troisième voie, Saint-Louis. Nous y sommes. Saint-Louis, c'est tout simplement le bonheur d'être un juriste. Enfin, l'amour du droit, l'amour de l'interdisciplinarité, et j'envie tous ces étudiants qui auront commencé leurs études de droit à Saint-Louis, une université magnifique, et je vois là Hugues Dumont, que je remercie aussi de tout cœur pour l'accueil toujours merveilleux que j'ai eu ici. C'est l'amour de l'interdisciplinarité, et cette interdisciplinarité, une revue est ainsi nommée, un séminaire est ainsi conduit, c'est vraiment l'amour du croisement des savoirs. Et cet amour, au fond, on l'appelle maintenant droit en contexte, ici, et on l'appelle droit en situation à Lausanne. Donc finalement, nous sommes en pleine harmonie. Et comme vous savez, l'harmonie, c'est tout simplement la plus haute des vertus pour Platon. Et elle répond à la justice, qui est la vertu des vertus chez Aristote. On est donc en très bonne compagnie. Maintenant, j'aborde la quatrième voie, le droit comme anthropogenèse de l'homme occidental. 4 moments ici. D'abord, le droit est sacrement du langage. Je vous réfère ici aux travaux notamment de Giorgio Agamben. Le talion est le désir mimétique, comme deuxième figure de l'anthropogénisation
de l'homme occidental par le droit, ensuite Athéna est le tribunal des hommes, et enfin le jugement de Salomon est la ruse au fondement du droit. Donc, première figure, le droit, sacrement du langage. Au fond, par les travaux d'Agamben, on pourrait tenter de regarder une anthropogénie du droit par le haut, c'est-à-dire par le paradis. Mais le paradis perdu, puisque, comme vous le savez, ou comme on le dit, Dieu a déserté le monde. Et Dieu permettait la correspondance du mot et de la chose. Disant le mot, j'avais la chose, manipulant le mot, je manipulais la chose. Dieu disparu, nous n'avons plus cette correspondance. Et Agamben pense que religion et droit ont été instaurés par les hommes pour en quelque sorte pallier à cette correspondance perdue entre le mot et la chose. Et nous, juristes, nous le savons bien, nous chérissons par-dessus tout le principe pacta sunt servanda. Qu'est-ce à dire sinon que le mot proféré doit correspondre au comportement futur, doit correspondre à la chose. Et même les définitions du droit par le performatif, assez classiques, nous disent la même chose. Le mot sera ou est la chose. Évidemment, malheureusement pour nous, le performatif ne fonctionne qu'en Dieu, fiat lux, sa parole est constitutive, la nôtre pas. Malheureusement, pour les hommes, un performatif nécessite toujours un cadre institutionnel préalable et par conséquent, il exige toujours déjà d'avoir donné confiance à une institution. Et on retrouve là une figure très classique de l'épistémologie contemporaine qu'on appelle l'autotranscendance ou l'autofondation et que le grand épistémologue français Jean-Pierre Dupuy qualifie comme le moment sacré dans la modernité, une sorte de sacré épistémologique et non plus un sacré théologique, évidemment. Alors, il nous faut cette confiance que l'on doit donner, put confidence in, donc on la donne. Évidemment, elle charge d'un très grand poids la parole. Et si l'on prend la définition du crime contre l'humanité que propose notamment Antoine Garapon, on retrouve cette importance constitutive de l'homme lui-même, de ce qu'il y a d'humain, puisque au fond, Garapon définit, comme dans une définition anthropogénique du crime contre l'humanité, le crime contre l'humanité comme un crime contre la parole elle-même. On nie en quelque sorte le droit à la parole et les génocidaires ont tout un système d'euphémisation des expressions, d'une part, et ensuite la négation évidemment du discours des victimes par après. Si vous vous rappelez la définition très classique du citoyen chez Aristote, le zoon politikon parce que logikon, un vivant politique parce qu'il est doué de la parole. Ici, avec cette anthropogenèse par le haut, c'est l'aspect donc logikon qui est mis en grande difficulté, puisque c'est la parole qui est niée, ou la parole, comme on a dit tout à l'heure, qui ne peut que rater, en quelque sorte, puisqu'il n'y a plus la correspondance garantie entre le mot et la chose. D'où ma deuxième figure. Je ne vais pas m'intéresser cette fois-ci à l'aspect logikon de l'homme, on vient d'entendre, mais à l'aspect politikon de l'homme. Et ce sera l'anthropogenèse par le bas. Par le bas, c'est-à-dire par l'enfer. Et quel est cet enfer? L'enfer du désir mimétique dans la théorie de René Girard. En effet, ici, ce que cherche à faire l'homme en instituant, et en faisant des institutions, dont évidemment le droit, c'est de briser la symétrie absolue du désir mimétique, qui est un désir mécanique, qui donc n'a pas de fin, n'a pas de terme. Et je vous rappelle que c'est par ce même mode mécanique que François Host caractérise le fonctionnement même de la loi du talion. Elle est mécanique, par conséquent, elle ne peut pas avoir de fin, sauf épuisement évidemment des combattants. Briser la symétrie, pour un juriste, c'est un moment essentiel, puisque c'est mettre au cœur du droit le tiers.
Le tiers brise la symétrie des parties. Et ce tiers, qui est bien sûr l'arbitre, est un tiers éminemment intéressé, inter esse. Il doit être entre, mais viscéralement impartial, hors les parties. Voilà la position un peu métaphysique de la construction du tiers. Briser la symétrie est donc un moment indispensable au droit. Ce qui a des conséquences, notamment en philosophie politique, extrêmement graves, puisque cela signifie que la justice commutative ne peut pas constituer le ressort même de l'ordre politique. Elle participe du désir mimétique et elle ne fait que perpétuer une violence initiale. Donc, ni contrat social, ni loi du talion ne permettent l'établissement d'un ordre politique stable. C'est un certain ordre, puisqu'il y a une loi du talion, un œil pour un œil, une dent pour une dent. On connaît la mesure, mais l'ordre qui en sortira ne peut par lui-même ne pas être stable. Et donc, nous arrivons à une position plutôt intéressante, puisqu'on doit remettre en avant le fondement de la société dans la justice distributive et dans l'asymétrie et l'apostrophe asymétrie. À ce titre, on pourrait rappeler cette très belle phrase de Rousseau, grand maître du contrat social, et en réalité, il le démonte au moment où il le pose. Une phrase qu'a d'ailleurs rappelé aussi François Rust. Voilà ce que dit Rousseau: il faudrait que l'effet, il parle de la loi, l'établissement de la loi, il faudrait que l'effet pût devenir la cause, que l'esprit social, qui doit être l'ouvrage de l'institution, présidât à l'institution même, et que les hommes fussent, avant les lois, ceux qui doivent devenir par elles. Et vous retrouvez la figure de l'autofondation ou de l'autotranscendance, ce sacré que les modernes veulent absolument écarter, mais qui en réalité est en permanence dans leur système. Et nous le savons comme juristes, mais nous ne voulons pas le voir. Qui a constitué le premier constituant de la première constitution? Évidemment pas la constitution elle-même, puisqu'elle n'était pas encore là. Qui décide des implied powers? Que fonde la Grundnorm? Même la Rule of Recognition de Hart est autotranscendante, puisqu'il finit par lui reconnaître une source coutumière, c'est-à-dire déjà du droit, puisque c'est une coutume. Et donc la figure de l'autotranscendance, en réalité, pénètre le droit en permanence. Troisième figure du droit comme anthropogenèse, et on parlait ici d'asymétrie, c'est le tribunal des hommes, l'Aréopage et Athéna. Un tribunal fondamentalement asymétrique, comme le laisse entrevoir, ou même carrément le dit explicitement, son cas princeps, le cas augural, le cas Oreste. Les humains du tribunal sont à égalité de voix. Il n'y a pas de situation qui caractérise mieux le hard cases que l'égalité des voix, puisque cela signifie que nous sommes dans un dilemme. Les deux branches de l'alternative sont de même force. On est donc incapable de décider logiquement. Raison pour laquelle vous n'aurez jamais une machine capable de décider un cas de dilemme, puisque la solution n'est pas logique. Et les Grecs le disaient très bien, aporos, sans chemin pour s'en sortir, sans logique. Ne cherchez pas la logique, vous n'en aurez pas. Alors comment sort-on d'un si mauvais pas? La ruse au fondement du droit. Et quelle est la ruse dans ce système d'égalité des voix? C'est la voix prépondérante de la présidence. La belle affaire. Qui tient la présidence de l'Aréopage? Athéna. Athéna n'est pas un humain. Athéna est une déesse. Elle est donc déjà supérieure aux humains. Le tribunal est déjà asymétrique.
on ne fait que de reconnaître ce qui est déjà là. C'est pourquoi on peut attribuer la prépondérance à Athéna. Elle a déjà la prépondérance. Et vous retrouvez la figure de l'autotranscendance, c'est-à-dire cette permanence de la ruse en droit, parce que l'autotranscendance, c'est du baron de Munchausen qui, pris dans la boue, se tire lui-même par les cheveux, ce qui n'a aucun sens logique, mais qui a excellemment du sens pour un juriste. Nous oublions très souvent qu'Athéna, certes déesse de la sagesse, est aussi la fille de Métis. Métis, la ruse, les ruses de l'intelligence, comme disent d'Étienne et Vernon. Métis est sa mère. Évidemment, Athéna, on hérite toutes les finesses et les ruses. On oublie d'ailleurs que le brave Apollon est capable de maintenir l'ordre parmi les dieux parce qu'il use de Métis en permanence. Et on pourrait même dire qu'il a œuvré Métis à la puissance 2 puisqu'il a avalé sa propre épouse Métis pour mieux déguiser l'usage de la ruse. Parfait stratagème, l'ordre règne parmi les dieux. Mais nous voilà avec Athéna. Et que doit faire Athéna pour instaurer l'aréopage? Et François le souligne terriblement bien dans ses différents commentaires de l'Orestie. Eh bien, elle ruse par la douceur. Elle ruse pour convaincre les Érynies de devenir bienveillants. Mais au fond, que sont les Érynies? Rien d'autre que la traduction, en termes mythologiques, du désir mimétique funeste et mortifère qui irrigue tout simplement les comportements humains. Il n'empêche qu'elle les convainc de devenir bienveillantes par la ruse en leur faisant une très belle promesse, la promesse du sacré. Et on retrouve une fois de plus le sacré au cœur du roi. Cette promesse, c'est qu'on rendra un culte aux Érynies désormais devenues bienveillantes et que donc elles seront révérées par les hommes. Mais comme le souligne François, elles ne sont pas très éloignées quand même du lieu de l'aréopage. Elles sont en quelque sorte sous l'aréopage. C'est-à-dire que la loi du talion, dont elles sont en quelque sorte la quintessence, œil pour œil, dent pour dent, reste sous le droit. Ça veut dire que la violence la plus profonde de l'homme est à peine contenue par le droit et par son institution. Vous retrouvez ici toutes les thèses de René Girard où la logique du bouc émissaire ne fonctionne que le temps d'une confiance donnée aux institutions. Et rien n'est plus fragile que la confiance, mais nous n'avons rien de mieux pour fonder nos institutions. Je vous rappelle d'ailleurs que la définition même de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, est l'expression même du désir mimétique. Vous désirez pour l'autre le même malheur que vous avez subi vous-même. Un désir mimétique en creux, mais un désir mimétique terriblement efficace. Je regrette que Denis Salas soit parti hier, parce qu'on aurait pu discuter de cette recherche de la vérité par les victimes, et en grande partie une recherche de la vengeance, puisque les sanctions prises ne suffisent désormais plus aux yeux, en tout cas, des victimes. Donc nous voici à l'approche de la quatrième figure, ruse et droit. Au fond, Athéna nous y introduisait déjà, puisque Athéna proprement grandit les hommes en éloignant la loi du talion. Alors on l'a dit, elle n'efface pas la loi du talion, puisque c'est une constante anthropologique. Simplement, elle l'éloigne en instaurant un système certainement plus stable et certainement plus juste. Mais elle le fait, on l'a vu par ruse, mais en fonction de quelle qualité? Eh bien, de son autorité. Et nous retrouvons cette très belle notion romaine, notamment d'auctoritas. Et dans auctoritas, vous avez auctor qui augmente. Athéna augmente les hommes en leur donnant l'aréopage, mais en même temps, elle n'éloigne pas totalement les Érynies, devenus Euménies, sachant que malheureusement, ce désir mimétique de vengeance anime toujours les hommes et que la grandeur du droit est de contenir quelque peu, au moins pour un temps. Donc, quatrième figure, c'est la dernière. Oui, ça ira. Ruse et droit. C'est le dilemme effroyable dans lequel se trouve
Salomon, le dilemme parfait, puisque les deux femmes qui se présentent à lui se déclarent mères et il n'a aucun moyen logique de justice prédictive pour savoir quelle est la vraie mère. Alors que va faire Salomon? Eh bien, il doit ruser. Il est obligé de ruser puisqu'on est dans un dilemme et qu'il n'y a pas de sortie logique du dilemme. Et alors, c'est la terrible version latine, decisere. Decisere signifie prendre une décision, c'est-à-dire trancher. Trancher. Décider cette affaire, ce sera trancher l'enfant. Bien qu'on découpe l'enfant. Et chaque mère aura une moitié d'enfant. Et là, de manière effroyable, alors, le mot correspond à la chose. Le mot décision signifie découper l'enfant. Donc, tranchons l'enfant. Évidemment, par ce stratagème, par cette ruse au fondement du droit, Salomon peut deviner qui est la vraie mère et lui octroyer l'enfant. Ici, en quelque sorte, la menace du performatif permet d'accoucher de la vérité. Non pas que le performatif eût pu fonctionner, puisqu'il n'y a pas de performatif parmi les hommes, mais d'y faire croire a suffi en quelque sorte pour provoquer la vérité. Heureusement, la vérité a permis la non-correspondance du mot et de la chose, sans quoi l'enfant aurait été découpé. Mais que nous enseigne la non-correspondance du mot et de la chose si on la réfère à Babel? C'est évidemment le mythe de Babel, lu généralement de manière très négative. Eh bien, tout seigneur, tout honneur, je crois qu'il faut finir avec François Host et rappeler que pour François, le mythe de Babel s'appelle avant tout la chance de Babel. Et s'il est un mot peut-être de la langue française que je comprends aujourd'hui comme parfaitement univoque, ne permettant aucune interprétation, c'est pour François le mot merci.